Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Salut tout le monde, bienvenue aux infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on va parler du tremplin de Desjely, de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et d'un balado qui s'intitule Relations toxiques. Vous voulez en savoir plus? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Donc, comme je viens de vous le dire, on va parler cette semaine du tremplin de Desjely. Ça s'en vient à grands pas. Ce qui s'en vient à grands pas aussi, c'est les admissions, les inscriptions, la fin des inscriptions plutôt pour l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, donc l'ITAC. Donc, on va rencontrer la conseillère en communication de l'ITAC. Et je vous présente également une entrevue que j'ai pu avoir avec le réalisateur Yannick Chapdelaine qui a fait le balado Relations toxiques. Mais tout d'abord, pour commencer l'émission, je vous propose de regarder le petit reportage que Maxime, un jeune en apprentissage à la TV communautaire, que Maxime a pu nous faire sur le Centre des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu. En fait, Ghislain, qui est le coordonnateur de la TV, suit Maxime depuis déjà quelques semaines, quelques mois même, pour lui apprendre à faire du montage vidéo. C'est Maxime qui nous a approchés parce qu'il avait un intérêt envers ça. Donc, Ghislain lui a montré les rudiments, il a appris aussi au niveau de la caméra. Et là, finalement, Maxime nous présente une partie de son travail. Donc, on va aller voir l'entrevue qu'il a pu faire justement là, pour le Centre des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu. Bonjour, je m'appelle Maxime Ouellet, j'ai 18 ans et j'habite à Saint-Jean-de-Dieu. Et je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo qu'on attend tous du Centre de loisirs de Saint-Jean-de-Dieu avec M. Damien Sirois. Alors, si vous voulez y assister, venez me suivre et puis on va vous présenter ça. Bonjour, M. Damien. Bonjour Maxime. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Je me permets de pouvoir te dire le bienvenu dans cette vidéo aussi. Si? Puis on va pouvoir commencer en toute beauté avec les questions. Oui. Donc, let's go. Alors, moi, Damien, nous allons commencer avec la première question. Oui. Décrivez-nous ce que c'est que le centre de loisirs de Saint-Jean-de-Dieu. Ben, les loisirs, c'est pour faire du sport, des activités, le culturel, faire bouger notre monde le plus possible, là, Oui. pour qu'il devienne en forme. Oui, puis qu'ils puissent aussi avoir beaucoup de persévérance dans ce qu'ils vont faire aussi. Oui, c'est sûr que le sport, c'est bon dans tout, là. C'est bon pour la santé, puis c'est la santé physique et mentale. 2. Quels sont vos services offerts? Oh, on a plusieurs services. On peut même il y a du monde, comme le club de patin artistique et à la maison des jeunes. Des fois, ils nous aident. On fait un dîner poutine à toutes les années. Puis l'argent amassé, ça sert eux autres. Nous autres, on peut aider à quelqu'un, si quelqu'un voudrait faire un événement. C'est plus des organismes, là. Des privés, c'est moins... c'est moins fréquent, là, mais des organismes sont usés à monter les projets. Là, Ouais. souvent, là, comme on a le club joannois à Saint-Jean, ils font une journée joannoise, là, fait qu'on usé à tout faire ça. Ils font des glissades, toutes sortes d'affaires pour les jeunes. Mhm. Fait que c'est des
beaucoup d'affaires de même qu'on fait. Juste pour dire que dans le fond, c'est vous êtes beaucoup motivé, puis oui, c'est beaucoup de job à faire. Oui, c'est pas mal d'ouvrage, mais c'est le fun, c'est plaisant. J'aime bien ça, moi, travailler au loisir. Y a-t-il des activités aux 4 saisons, mon Damien? Oui, on a des activités à toutes les saisons. Là, l'été, notre plus grosse activité, c'est sûrement la Grand Virée qui se déroule la dernière fin de semaine de juin. Là. On a beaucoup de personnes. La tire de 4x4, ça attire 2000 personnes. Ça a déjà été jusqu'à 3000. C'est sûr que ça baisse un petit peu. Mais on a beaucoup d'activités l'hiver. Avant, on avait le carnaval. À ce temps, ça s'appelle la fête des neiges. On a changé ça parce que le carnaval, c'était plus dur à se trouver des filles. Les filles étaient sont pas mal toutes occupées, ils travaillent toutes. Puis c'est quand même beaucoup d'ouvrages là, pour les petites filles. Il faut qu'ils vendent des billets. Puis il y a beaucoup d'affaires à faire. Fait que c'était comme plus dur. On a réussi à se rendre au 50e en 2019, en 2020. Puis là, on a dit, tiens, on va arrêter ça. On s'est rendu à 50. Ouais, ok. Puis concernant ça, est-ce que dans le fond, les tirs par 4, ça va continuer tous les années? Oui. Il y a l'année passée, à cause de la COVID, qu'on l'a annulé, là. Mais cette année, ça devrait revenir. On est confiant. Bon, on a 2 tirs de 4x4 en réalité. On a celui-là où l'école Sainte-Marie, là, sur l'asphalte, là, qui monte une vanne. Puis ici, on a une traîne on fait ça sur les terrains. C'est sur la terre battue. Okay. C'est une vanne qui tire... c'est une traîne qui a été faite spécialement là, où le poids augmente plus que le compétiteur avance, plus que le poids devient lourd. Ouais, mais juste sans être trop indiscret, est-ce que juste comme ça, un pick-up Ford, admettons, ça peut être fort pour tirer un gros truck? Un Ford, non. Un autre, oui. Non, mais c'est correct qu'on peut se parler de même. Là, ah oui, c'est des farces, mais oui, c'est vrai. C'est juste parce qu'il comme ça écœurer le monde. Ouais. Avec la question numéro 4. Quelles sont les activités à venir? Les activités à venir. Ben là, le 18 février, on a une activité parce qu'on a été obligé d'annuler la fête de l'hiver. La fête de l'hiver, c'est ce qui remplaçait le carnaval. Et puis, comme beaucoup d'affaires, des activités à l'intérieur, qu'on ne savait pas ce qui allait se passer avec la COVID, on a annulé. Puis on va faire juste une soirée... comme ça pour les jeunes, on va faire des glissades, on a l'anneau de glace que le monde va pouvoir patiner. Après ça, on va faire un feu de camp, puis on va avoir des feux d'artifice aussi. Puis j'ai un stagiaire qui est ici, là, qui va s'occuper de faire des activités pour les jeunes durant la soirée. Là. Ça devrait être bon. Puis est-ce que, je me demande de ça, est-ce que le château de Canette fait partie du centre de loisirs? Non, c'est un autre organisme qui s'occupe de ça. Oui, on peut aller au château de Canette quand on a souvent le printemps, c'est pêcheurs en herbe. Là, on fait une activité de même, c'est organisé par le ministère de la Faune. C'est qui donne des permis à tous les jeunes de 7 ans à 17 ans. C'est gratuit. Oui. Ils viennent puis pêcher, ils donnent même des cannes à pêche. Puis ça lui donne un permis, ça lui coûte rien jusqu'à l'âge de 18 ans. Le permis de pêche est gratuit. On va finir avec la dernière question, mesdames et messieurs, qu'on se pose tous. Donc, depuis quand est-ce que cela existe, le centre de loisirs de Saint-Jean-de-Dieu? Ici, tu parles de l'aréna, ça a été en 89. Les loisirs, ben, ça fait longtemps, même avant, ça s'appelait l'OTJ. Je pense qu'il y a déjà eu un carnaval, si je ne me trompe pas, c'était en 1962. Il y a eu 1 an ou 2, je pense. Puis après ça, ils ont arrêté ça. Ça a commencé en 1970. Et c'est ce qui fait que la Révolution a révolué dans tout le Saint-Jean-de-Dieu. Ouais! Donc, c'est ce qui répond à toutes mes questions. Donc, M. Damien Sirois, merci beaucoup. Bienvenue! À présent, on va aller écouter l'entrevue que j'ai pu avoir avec Jean-François Barry, qui est nul autre que le parrain et porte-parole de cette année du tremplin de Desjely. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer M. Barry en entrevue et qui est fan là, du travail qu'il a pu faire par le passé avec les mecs comiques, entre autres. C'était un honneur de le rencontrer et il nous donne vraiment beaucoup de détails sur l'édition de cette année.
Maintenant, à l'émission, je rencontre Jean-François Barry, qui est animateur et porte-parole pour le Tremplin de Desjely, édition 2022. Bonjour, M. Barry. Bonjour! Ça va bien? Top shape, toi? Ben oui. Je dis, honnêtement, aujourd'hui, j'étais un peu sur le dim. J'ai eu ma 3e dose hier. Puis, une petite douleur au bras. Puis, à matin, là, j'avais le goût de rester couché. Mais pour le reste, je suis en pleine forme. On parle du Tremplin de Desjely aujourd'hui. C'est la 22e édition cette année. D'abord, pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça vous fait d'être porte-parole de cette édition-ci? J'étais vraiment content pour 2 raisons. De un, ça m'a rappelé, parce que c'est une compétition qui est là pour les jeunes, ça m'a rappelé, moi, quand j'étais plus jeune, j'en ai fait ces compétitions-là. Ma toute première, c'est à Jeunes pour rire, qui était une compétition là, qui donnait le droit, entre autres, de produire sur la scène à Juste pour rire. C'était organisé pour les écoles secondaires. Après ça, j'ai fait cégep en spectacle. Puis dans ces compétitions-là, de un, ça m'a donné la piqûre, ça m'a donné le goût. Ça permet de travailler avec des professionnels parce que là, tu passes de le faire devant le club optimiste de ta région à aller le faire sur une vraie scène. Je me souviens, là, il y a un événement où j'avais participé puis que c'était Anthony Cavana qui était l'animateur. Fait que là, tu fais OK, là, c'est vrai, l'éclairage, du vrai son, une mise en scène, tout ça. Fait que de un, ça, c'est super le fun. Fait que je suis content de pouvoir faire vivre ça aux jeunes. Puis j'espère qu'ils vont dire Hey, c'est Jean-François Barry qui animait mon année, c'est cool. Puis l'autre affaire, ben, c'est ça. Je trouve que dernièrement, je fais un peu plus de chroniques. Je suis chroniqueur à gauche et à droite au sport, à Salut Bonjour. Mais j'ai moins la chance d'animer, puis j'adore animer. Fait que quand on m'a dit non seulement être porte-parole, mais animer nos soirées, j'étais partant, là, j'étais vraiment content. J'imagine que vous allez avoir un contact assez privilégié justement avec les participants là, de l'édition de cette année, de rencontrer des gens justement qui vont passer par où vous êtes passé. Justement, je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes dans le milieu de l'humour? Ça fait longtemps! Écoute, moi, j'ai commencé les mecs comiques là, au début, c'était en 1996. Fait que ça a l'air de rien, mais ça fait 25 ans déjà que je suis dans le milieu. Fait que les compétitions, là, c'est 5 ans en arrière. Là. Fait que ça fait 30 ans que je suis passé au niveau des compétitions. Donc, un parrain sur mesure. On peut dire ça. Fait que oui, si la question, c'est je vais les accompagner, je vais être là, puis je veux vraiment passer du temps, puis les voir en répétition, essayer de les sécuriser aussi, parce que moi, je pense que ça fait partie du rôle d'un animateur de s'assurer que tout le monde sur son plateau, sur sa scène, tout le monde est à l'aise. C'est sûr que ces jeunes-là vont être nerveux. Probablement qu'il y en a qui voient ça plus gros que ça. Tu joues pas ta carrière dans un festival comme ça. Tu joues l'expérience, tu joues l'apprentissage. Puis pour certains, ils vont pas faire ça plus tard non plus. Mm-hmm. C'est juste un beau moment dans leur vie avec des souvenirs mémorables. Fait que je veux être là le plus possible. C'est sûr qu'il faut que je me garde l'énergie parce que c'est moi qui anime la soirée, là. Mais je vais être là dans l'après-midi, faire mon petit tour, c'est sûr et certain. On parle d'animer la soirée. Cette année, la formule du tremplin, ça se fait en présentiel, ça se fait sur Internet. Comment ça fonctionne? Écoute, c'est supposé être en présentiel. Là. Jamais je croirais, dans les dernières années, la COVID disparaît un peu avec le printemps, lorsqu'on peut aller dehors. Fait qu'on va suivre évidemment les mesures de la santé publique, là, mais j'ai bon espoir qu'on soit au moins aux 3/4 de notre capacité. Mais il va aussi y avoir un lien web. Là, ça, ils ont commencé ça, puis ça va rester pour les familles, entre autres, qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Fait qu'il va y avoir les 2 formules, mais j'espère qu'on va avoir le plus de monde possible en avant. Mm-hmm. Vous dites que c'est au printemps. Justement, les dates du tremplin, c'est quand? C'est le long week-end de mai. Okay. Donc, du 18 au 22, si je ne me trompe pas. Okay. Puis la date qui est importante à se souvenir là, présentement, c'est l'inscription. Là. Vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire. C'est super facile pour vous inscrire. Vous allez sur le site Internet du tremplin, puis vous devez envoyer une vidéo de vous, que ce soit une vidéo en train de chanter, parce qu'il y a différentes catégories, là, différents âges. Mais grosso modo, c'est chanteur, interprète, auteur, compositeur, interprète et humour. Fait que vous envoyez une petite vidéo et par la suite, là, avec les vidéos qu'on va avoir reçues, il y a une sélection qui est faite, des gens qui sont invités à venir performer en vrai. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois que vous êtes choisi, ben vous avez des formations. Là. Tu sais, c'est pas juste la journée même. Avant la fin de semaine de mai, vous allez avoir des formations. Ensuite de ça, il y a des prix à gagner jusqu'à 50 000 en bourse. Et souvent, après ça, vous êtes amené à aller faire d'autres festivals. Fait que c'est fort intéressant, mais au-delà de tout ça, là, comme je le répète, c'est l'expérience. Tu sais. Peut-être que finalement, vous allez vous en aller en chimie, vous allez laisser faire le showbiz, mais vous allez toujours vous souvenir qu'à 16 ans, hey, j'ai trippé, là, j'ai joué devant une foule, puis je me suis fait applaudir, puis c'était vraiment le fun. Puis j'ai côtoyé un tel qu'on voit maintenant, lui, il a poursuivi, puis je le vois à télé, puis ça. Fait que
c'est une belle expérience de vie. Mm-hmm. Le tremplin a lancé des noms super connus comme Sam Breton, Claude Pelgag. C'est un tremplin littéral, justement, pour les artistes là, qui veulent se lancer là-dedans plus tard, là, j'imagine. Oui, il y en a plusieurs qui sont passés par là. Le Maxime Landry, Philippe Laprise, il y en a un méchant, André Sauvé, il y en a un méchant paquet. Fait que c'est certain là, que il y en a sûrement que vous allez voir au tremplin, que vous allez revoir sur les scènes plus tard. C'est une belle façon de commencer à se faire connaître, une belle façon surtout de prendre de l'expérience. Puis quand après ça, on arrive dans une compétition encore plus importante ou chez un producteur de disques ou chez un producteur de télé, d'avoir encore plus d'aplomb parce qu'on a appris notre métier un peu en faisant ces compétitions-là. Mm-hmm. Les organisateurs du tremplin vous ont contacté de quelle manière? Ils vous ont parlé de l'idée d'être porte-parole et animateur de quelle manière? En fait, ils voulaient Louis-José Hood, puis là, ils se sont trompés sur Messenger. Ils m'ont écrit à moi. Non, c'est pas vrai. C'est que moi, dans le fond, je me suis marié à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Puis ça, c'est la première ville en rentrant au Nouveau-Brunswick. Puis Desjolies, c'est la dernière du Québec. Fait que je suis un petit peu connu dans la région parce que ma belle famille est là, etc., etc. Fait qu'à chaque année, je vais faire mon tour dans cette région-là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est à l'entour du CA qui a fait « Hey, mais on pourrait demander à Jean-François Barry cette année parce qu'on change de porte-parole à chaque année. » Fait qu'ils m'ont approché, puis ça s'est réglé en un Zoom. On a fait un Zoom ensemble. Puis moi, quand j'ai raccroché, j'ai fait « C'est sûr, j'embarque. » Ils ont dit « Ouais, mais tu sais même pas le montant. » C'est pas grave. Ça me tente de le faire. En plus de ça, on va aller voir ma belle famille. Ma blonde va descendre avec moi. Elle va pouvoir aller voir sa famille. On va être dans le coin. Fait que c'est joindre l'utile à l'agréable. Puis je vais découvrir plein de nouveaux talents. Là, fait que j'ai pas hésité 2 minutes. Le tremplin, c'est sa 22e édition, comme on le disait tantôt. Le tremplin, c'est aussi une équipe de bénévoles qui travaille là-dessus une partie de l'année, là, finalement, là, pour préparer ce spectacle-là. Pouvez-vous me parler un peu des bénévoles qui travaillent au tremplin? Écoute, pour l'instant, là, en toute honnêteté, je les ai peu rencontrés. Parce que là, tout ça fait par Zoom. Là. On est là, je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais présentement, on est au cœur de la 5e vague. On n'a même pas le droit d'aller encore chez nos proches. Là. Fait que j'ai pas rencontré personne. J'ai rencontré 2 des bénévoles là, qui m'ont contacté ce soir-là, qui m'ont expliqué le concept et tout et tout. Il y en a 2 autres qui m'ont contacté sur mon Messenger pour me dire « Ah, c'est le fun, t'es accepté. Moi, je suis bénévole, on va se voir là-bas. » Fait que j'imagine que plus on va s'approcher du mois de mai, plus je vais avoir la chance de les voir. Mais pour l'instant, on s'est contenté malheureusement de contacts virtuels. Oh ben, ça va se faire en temps et lieu, j'imagine. Ben, pour qu'un festival comme ça, là, je veux pas dans un petit patelin, tu sais, Desjolies, c'est pas Québec, là. Pour qu'il y ait autant d'engouement, que ce soit un festival qui perdure, que les gens s'inscrivent en aussi grand nombre, ben ça, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a des gens de qualité derrière qui mettent de l'huile de dessous de bras, qu'on dit, puis qui font en sorte que d'année après année, les gens s'inscrivent, que les shows soient le fun, que les gens aillent voir les shows. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que j'en doute pas que je vais rencontrer des gens très enthousiastes à propos de leur festival. Pour vous, c'est quoi l'importance des festivals de ce type-là en région, justement, là, pour les artistes en région? Quelle importance que vous avez à ça? Ben écoute, je pense que c'est important. Moi, d'un, j'ai une Masquinongé, là, un petit coin où il y a eu un bout de temps un festival qui s'appelait le Festival du Ragtime. Après ça, Masquinongé, c'était à côté de Louisville. Il y a le Festival La Galette de Sarrazin de Louisville. Fait que moi, je connais ça, l'effervescence. Puis c'est important pour les régions. C'est important parce que faut qu'il se passe de quoi dans les régions. Faut pas les laisser de côté. C'est important pour eux autres. C'est le fun pour les organisateurs. Ça fait découvrir aussi ces villes-là. Puis oui, c'est important pour les artistes parce que les artistes, là, oui, ça joue sur Montréal, ça joue une fois de temps en temps en télé, mais la majorité gagne leur vie en se produisant dans tous les festivals, dans tous les petites villes, petits villages partout à travers le Québec. Puis souvent, mais après ça, c'est un lien. Là, tu joues là-bas, les gens te découvrent, les gens t'apprécient, ils achètent ton album ou regardent ta série télé. Puis là, ben, c'est une roue d'affection, je pourrais l'appeler comme ça. Là, en personne, à la télé, sur un disque, en personne. Là, ça tourne comme ça. Puis c'est comme ça qu'on développe notre fanbase. Super. Jean-François Barry, vous êtes animateur et porte-parole pour la 22e édition du Tremplin de Desjolies. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Grand plaisir. Puis on espère vous voir là-bas. Puis surtout, n'oubliez pas, si vous connaissez des gens dans votre entourage, des jeunes, moi je l'ai fait en tout cas avec une jeune que je connais qui manque des fois peut-être un petit peu de confiance en elle. Je fais non, là, envoie ton démo. Si t'es pas pris, t'es pas pris. Si t'es choisi, ben ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose là, en toi d'intéressant. Fait que essaie donc, tente l'expérience, même si c'est pas ça que tu fais plus tard.
Vas-y donc, laisse-toi aller, comme ça, tu n'auras pas de regrets plus tard. Alors, si vous en connaissez, envoyez-les s'inscrire sur le site du Tremplin. Merci. Plaisir. Bienvenue au lancement de la 22e édition du festival Le Tremplin de Desjely. Cette année marque le renouvellement attendu de notre image de marque. Elle est jeune, dynamique, vibrante. Le Tremplin de Desjely, c'est plus qu'un micro, c'est plus qu'une scène. Le Tremplin, c'est un saut dans le vide pour une communauté fière de se distinguer. C'est un fidèle incubateur de talents qui aime regarder ses participants grandir. C'est une vague humaine et colorée qui unit tous et chacun au rythme de la même portée. Le Tremplin se permet d'évoluer pour mieux te représenter. Pour tes 22 ans, de beaux défis tu devras relever. Pour y arriver, tu as pris la décision de refaire une beauté à ton vaisseau, de communication, de le rendre moderne, actuel et design, avec la collaboration de l'équipe de Chin Tactique. Le Tremplin t'invite à le vivre plus que jamais. Le Tremplin t'invite à vibrer au rythme de tous ces créateurs qui passent dans le coin. Le Tremplin t'invite à vibrer au rythme des talents. Tremplin, à la veille de tes 22 ans, laisse-toi gâter. Rêve du meilleur et du grand. Pousse tes grandes folies à se réaliser. Rassemble la famille pour encore des dizaines de parties. Continue d'être l'étendard de la viabilité de la culture régionale. Fais croître ton sentiment d'appartenance au-delà de tes frontières et surtout, n'oublie jamais d'être fier de ce que tu es. Parce que t'es beau, Tremplin. Puis les gens qui vivent en toi sont magnifiques. C'est un rendez-vous incontournable pour les artistes de la relève en chanson et en humour. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Que tu sois interprète, auteur, compositeur, interprète ou humoriste, et que tu veux vivre une expérience de scène inoubliable, alors tu as jusqu'au 1er mars pour t'inscrire au concours. Comment faire? Nous avons mis à ta disposition un tout nouveau site Internet. Il est simple et facile à utiliser. Tu es chanteur ou chanteuse? Tu enregistres 2 chansons en français que tu déposes sur notre site. Tu es humoriste, tu enregistres un numéro d'humour que tu déposes sur notre site www.festivalletremplin.com. N'oublie pas, c'est 50 000 $ en prix et bourse qui est en jeu. Savais-tu que plusieurs artistes ont bénéficié du tremplin comme rampe de lancement? Je pense à Sam Breton, Claude Pelgag, André Sauvé, Maxime Landry, Philippe Laprise, Ingrid Saint-Pierre, Boucard Diouf, Sophie Pelletier et bien d'autres. Maintenant, je m'adresse à toi, cher public. Tu connais quelqu'un de ta famille, un ami, quelqu'un de ton entourage qui aime chanter ou faire de l'humour? Parle-lui du tremplin et invite-le à s'inscrire. Nous voici maintenant rendus au moment que plusieurs attendent avec impatience. Qui sont les têtes d'affiche de cette 22e édition? D'abord, notre artiste invité. Il est une étoile montante du rock québécois. Il a formé le groupe Les Brothers. Il a participé à Star Academy, La Voix, The Voice en France. Il a enregistré son premier album, Eben. Il a joué son premier rôle télé dans la série Chaos. On peut dire que la scène, c'est lui. Mesdames et messieurs, Simon Morin. Moi-même, amateur de concours, j'ai extrêmement hâte de rencontrer chacun des participants. Puis en plus de ça, je vais avoir la chance de donner des prestations à tous les jours. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est le moment. Let's go, t'es un auteur, compositeur, interprète, un humoriste, peu importe, va t'inscrire, c'est l'heure. Et nous, on se rencontre en mai pour la 22e édition. Bonne 22e à tout le monde! Voici maintenant celui qui agira à titre de porte-parole et animateur de cette 22e édition. On le qualifie de polyvalent, touche à tout, dynamique, authentique, près des gens. Il a été humoriste dans les mecs comiques. Il a été animateur à la radio, à la télé pendant plusieurs années. Il est concepteur de jeux de société. Il est enseignant à l'École nationale de l'humour. Maître de cérémonie dans plusieurs événements.
Il est depuis 4 ans chroniqueur à l'émission Salut, bonjour. Mesdames et messieurs, Jean-François Barry. Vous allez pouvoir performer, vous allez pouvoir être mis en scène avec des artistes que vous connaissez, donc chapeautés par des artistes que vous voyez à la télé. Vous allez avoir des formations aussi. Il y a 50 000 $ à gagner en prix et je vous invite à aller vous inscrire sur festivaltremplin.com. Vous envoyez une vidéo dans laquelle vous performez et vous allez peut-être être choisi. Ça a lieu du 16 au 22 mai prochain. Je le sais parce que la bonne nouvelle, c'est moi qui anime. Je vais être là pour animer vos galas toutes les soirées pour assister à vos performances. Alors, j'ai hâte de vous voir. Festivaltremplin.com. Faites vite. Voilà, il ne reste plus qu'à t'inscrire à la 22e édition du Tremplin. Va sur notre site Internet, tu as jusqu'au 1er mars pour t'inscrire. Vous savez, le Tremplin, c'est un travail colossal de toute une équipe, de toute une région. Des gens passionnés, des entrepreneurs dynamiques, des décideurs engagés qui font du Tremplin ce qu'il est aujourd'hui. Et je vous en remercie de tout cœur. Un merci spécial à Production Martin Perron, OIE Communication, Chin Tactique, l'équipe de Purecom, Synergie. Un merci spécial à Michel et Chantal pour votre travail inlassable. Aux partenaires qui croient en nous depuis le début de cette grande aventure, aux membres du conseil d'administration et aux bénévoles et au grand public, merci. Alors, viens vibrer au rythme des talents. À présent, on va aller rencontrer Véronique Bousquet, qui est conseillère en communication pour l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, pour nous parler des admissions à venir pour la prochaine session. Aujourd'hui, à l'émission, je rencontre Véronique Bousquet, qui est conseillère en communication à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Pour le commun des mortels, on appelle ça l'ITA. Vous connaissez assurément cette institution-là. Bonjour, Mme Bousquet. Bonjour, M. Pépin. Ça va bien? Oui, vous? Bien sûr. On s'entretient aujourd'hui parce que j'aimerais ça que vous me parliez des inscriptions à venir là, pour la session prochaine à l'automne. Oui, bien en fait, tout à fait. Bien, pour faire un petit portrait, en fait, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, comme vous l'avez dit, là, maintenant appelé ITAC. En fait, on est le seul collège de niveau collégial spécialisé en agroalimentaire au Québec. Donc, on offre des formations, là, que ce soit en agriculture, dans les secteurs agricoles, horticoles, agro-environnement, alimentaire et équin. Donc, vraiment pour les passionnés de l'agroalimentaire. Et effectivement, on est en pleine période d'admission. Donc, comme tous les cégeps, là, jusqu'au 1er mars pour le premier tour, en fait. Là. Donc, les gens ont jusqu'au 1er mars pour faire demande d'admission. OK. Et j'imagine que les inscriptions en date de 2022, les inscriptions se font toutes en ligne maintenant? Ou? Oui, exactement. En fait, le LITAC est composé de 2 campus. Donc, pour les gens qui sont intéressés par les programmes là, pour venir étudier au campus de la Pocatière, les demandes se font via le SRAC. Donc, et pour le campus de Saint-Hyacinthe via le SRAM. Mais effectivement, tout se fait par Internet. Qu'est-ce qui différencie les programmes à Saint-Hyacinthe comparativement à la Pocatière? Bien, en fait, on offre, l'ITAC offre 7 programmes de formation technique. Donc, certains dans les 2 campus, certains ont en fait d'un campus ou à l'autre. Donc, si
je peux faire un bref aperçu. Là. Donc, au campus de la Pocatière, on offre le programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles. Donc, il y a plusieurs spécialisations, dont nos spécialisations en production animale biologique qui sont vraiment exclusives au campus de la Pocatière. On offre également le programme technologie des productions animales, le programme technologie de la production horticole agro-environnementale, le programme technologie des procédés et de la qualité des aliments et le programme technique équine qui est vraiment un programme exclusif à la Pocatière, mais qui est également exclusif au Québec. Donc, ça, c'est pour les programmes qui sont offerts à la Pocatière. Saint-Hyacinthe, on offre les mêmes programmes, sauf technique équine, comme je vous ai dit, qui est offert exclusivement à la Pocatière, mais en plus, on offre le programme de technologie du génie agromécanique qui est exclusif au Québec et qui est exclusif également au campus de Saint-Hyacinthe, et le programme paysage et commercialisation en horticulture environnementale qui se donne seulement au campus de Saint-Hyacinthe. Vous l'avez dit un peu plus tôt, ça se démarque, l'ITAC se démarque là, parmi d'autres études postsecondaires. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait étudier à l'ITAC? Ce serait quoi, dans le fond, là, qu'est-ce qui démarque l'ITAC du reste? En fait, il y a plusieurs réponses possibles. En fait, premièrement, on a vraiment un milieu de vie et d'enseignement là, stimulant pour nos étudiants avec une équipe de professeurs spécialisés dans leur domaine. Comme je vous dis, on est le seul établissement dédié exclusivement à l'agroalimentaire. Donc, ici, tout est agroalimentaire. Donc, nos étudiants ont vraiment la possibilité de faire des liens entre les programmes, de créer un réseau de contacts. Il y a également aussi, nos formations sont très, très axées sur le pratique. Donc, nos installations pédagogiques sont à même nos campus, donc situées tout près là, du bâtiment principal. Donc, que ce soit nos fermes-écoles, le centre équestre, nos jardins pédagogiques, nos usines de transformation alimentaire, tout est à même le campus. Donc, c'est vraiment pratique pour justement aller mettre en pratique nos connaissances là, acquises là, dans les cours théoriques. Notre niveau de placement est excellent, donc c'est sûr que nos étudiants qui viennent étudier chez nous ont l'opportunité de se trouver un emploi à la fin de leur étude là, qui va les passionner. Puis, pour les gens qui souhaitent poursuivre à l'université, on offre des passerelles d'ECBAC super intéressantes avec certaines universités, qui permettent à nos étudiants arriver à l'université, en fait, d'avoir des cours crédités. Donc, qui peuvent équivaloir pour certains programmes jusqu'à 1 an de cours crédités. Donc, c'est assez intéressant. Je sais qu'il y en a de moins en moins, mais les gens qui héritent finalement là, d'une terre, qui héritent justement de l'entreprise familiale là, dans le niveau agroalimentaire, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes-là qui se disent « Bon, ça ne me donne rien d'aller étudier, je vais de toute façon apprendre sur le tas auprès de mon père ou de ma famille. » Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne-là, là, le petit plus que la personne peut aller chercher justement à l'ITAC? En fait, c'est certain que oui, il y a toute cette portion-là agricole, mais il y a aussi toute la portion, là, comme je disais tout à l'heure, horticole, alimentaire, équin. Mais en fait, c'est sûr que nous, l'objectif, c'est vraiment dans le programme Gestion et technologie d'entreprises agricoles, de former les futurs gestionnaires de demain. Donc, c'est sûr que le monde agricole évolue rapidement, les technologies ont changé. Donc, c'est sûr que nous, l'objectif, c'est vraiment de former des gens qui vont être en mesure de suivre l'évolution comme je dis, des technologies et d'être vraiment un gestionnaire là, aguerri pour emmener l'entreprise où ils souhaitent emmener l'entreprise familiale, mais aussi pour les gens qui n'ont pas d'entreprise familiale, mais qui souhaitent se démarrer une entreprise agricole. Donc, il y a aussi, de plus en plus, il y a ces gens-là aussi qui n'ont pas nécessairement le background agricole, mais qui sont intéressés et qui souhaitent le développer. Donc, on donne vraiment les outils, le bagage à ces étudiants-là pour qu'ils puissent réaliser leur projet futur. Pour finir, j'invite tous les gens qui seraient intéressés à faire une formation en agroalimentaire à aller visiter le site Internet de l'ITAQ, donc le itaq.ca, où toutes les informations sur les programmes, sur les conditions d'admission, sur l'Institut comme tel se retrouvent. On est également en plein période d'activité étudiante d'un jour, donc pour les gens qui auraient un intérêt mais qui se questionnent encore avant le 1er mars, vous êtes invités à vous inscrire à étudiant d'un jour. Donc, il s'agit de venir passer une journée. En fait, on offre la possibilité aux gens de venir passer une journée dans le programme qui les intéresse, de venir rencontrer les étudiants, les professeurs, de côtoyer les étudiants, de venir visiter les installations, d'assister à des cours. Donc, c'est vraiment une belle façon de venir valider son choix de programme avant de faire sa demande d'admission au 1er mars. OK.
Bon, ben, Madame Véronique Bousquet, vous êtes conseillère en communication pour l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et bonne rentrée. Merci, c'est gentil à vous. Comme dernière partie d'émission, je vous propose d'aller écouter l'entrevue que j'ai pu avoir avec Yannick Chapdelaine, qui est réalisateur pour le balado Relations toxiques, Portrait d'une dépendance. C'est un balado qui est diffusé sur Radio-Canada. C'est une entrevue super intéressante que j'ai pu avoir avec M. Chapdelaine pour nous parler d'abord du portrait global du balado, en quoi ça consiste, les relations toxiques et tout ça, les dépendances qu'on y retrouve dans ce balado-là. Mais également, je lui ai demandé de me parler de son équipe, de me parler, ça a été quoi le travail qui a été fait en amont là, pour la réalisation de ce projet-là. Donc, j'en dis pas plus, je vous présente le reportage que j'ai pu réaliser avec Yannick Chapdelaine. À l'émission, maintenant, c'est au tour de Yannick Chapdelaine, qui est coproducteur et co-réalisateur du balado Relations toxiques, Portrait d'une dépendance. Bonjour, M. Chapdelaine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ben oui. On parle de Relations toxiques, Portrait d'une dépendance. C'est quand même assez large comme titre pour les gens qui ne savent pas de quoi qu'on parle. Pouvez-vous me dire de quoi on parle? Oui, absolument, avec grand plaisir. On parle de dépendance, en fait, de différentes dépendances. Nous, dans le balado, on a rencontré beaucoup de gens qu'on a rencontrés, mais on a choisi finalement 3 protagonistes là, qui racontaient leur histoire. 3 différentes histoires de dépendance. On a un ex-toxicomane, on a un ex-cyberdépendant et une ex-alcoolique. Et Catherine Lavoie et moi, Yannick Chapdelaine, on a réalisé le balado, puis on avait le goût de... tous les deux, on n'a pas vécu des situations de dépendance, moi puis Catherine. On a des dépendances, mais qu'on arrive à contrôler. En tout cas, on n'a pas... mais par contre, on se rendait compte qu'il y avait une espèce de schéma quand on parlait à plein de gens qui avaient vécu des dépendances qui ressemblait à une relation toxique. Ça, on a tous vécu ça à petite ou grande échelle. Des relations toxiques, que ce soit amicales ou en amour. Donc, on a décidé, nous, de construire les 3 histoires sous le schéma des étapes d'une relation toxique. Donc, le premier épisode, c'est la rencontre. C'est la rencontre de nos 3 protagonistes avec leur dépendance. Ensuite, c'est la lune de miel, quand il se passe quelque chose qui devient assez magique et tout ça. Ensuite, l'épisode 3, c'est la crise, quand tu te rends compte que la dépendance a un pouvoir sur toi, puis c'est pas jojo. Ensuite, le déclic, parce que tu te rends compte à un moment donné que ça va pas bien, mais tu n'es pas capable d'agir. Donc, l'épisode suivant, c'est la spirale, quand tu t'enfonces, malgré le fait que tu as conscience que ça va pas bien. Ensuite, quand tu décides de prendre le taureau par les cornes, l'épisode suivant, c'est la rupture. Donc, quand tu mets fin à cette situation de dépendance-là. Et ensuite, la rémission. Comment tu te répares de ce qu'a laissé la dépendance, en fait, chez toi, les cicatrices que la dépendance a causées. Puis le dernier épisode qui est le recul, parce que nos ex-toxicomanes, ex-cyberdépendants, ex-alcooliques ont un chemin. Il y en a qui sont plus dépendants depuis 12 ans, un autre personnage 7 ans, l'autre personnage 3 ans. Donc là, on aborde avec eux le recul, qu'est-ce qu'ils ont compris sur eux, qu'est-ce qu'ils ont appris aussi de la vie en ayant vécu ça, puis comment ça les a transformés pour le bien aussi, parce que quand on se sort d'une situation difficile, souvent, on est un peu mieux armé pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné à travers tout ce qu'ils ont vécu. Fait que c'est le balado, donc, qui est construit vraiment comme une relation toxique, de là le titre, mais portrait d'une dépendance, parce qu'on ne parle pas d'une relation toxique avec un être humain, mais on parle vraiment d'une relation toxique entre une drogue et un dépendant, en fait, la relation qui se tisse. OK. Vous parlez des étapes, justement, de cheminement là, qu'on peut rencontrer dans le balado. Ça me met à me questionner. Est-ce que le balado est diffusé par épisode, justement, par étape, comme vous venez de les nommer, où on rencontre les trois protagonistes dans leur situation dans chacun des épisodes, ils ont chacun leur partie. Comment ça a été construit, finalement? On s'est lancé le défi, on s'est posé toutes ces questions-là que tu viens de poser au moment
qu'on réfléchissait à comment on allait construire, si on veut, la structure du balado. On a réfléchi à ça, puis on se disait que c'était assez intéressant. C'était intéressant et original, puis en même temps difficile. On s'est lancé le défi de faire en sorte que les 3 histoires soient parallèles, qui avancent en même temps. Nécessairement, il y a des étapes qui sont plus riches pour certains protagonistes que d'autres, mais on a essayé donc de faire avancer toutes ces étapes-là en même temps, puis voir comment, en passant d'une dépendance à une autre, comment on arrivait à bien comprendre le schéma de pensée, puis où il se situait à l'étape de la crise. Fait que, à la crise, ben, c'est la crise de nos 3 protagonistes en parallèle. À la rupture, ben, c'est le moment où ils ont pris en charge leurs problèmes, puis qu'ils sont allés consulter. Mais comment ça a été pour chacun de nos 3 protagonistes. Donc, en fait, pour répondre à ta question, il n'y a aucun épisode que c'est juste un protagoniste. C'est vraiment les 3 histoires en parallèle qui s'engagent les unes dans les autres et tout ça. Puis c'était le défi là, qu'on voulait faire, là, Catherine et moi, parce que c'était plus difficile à faire. Donc, c'est le défi qu'on s'est lancé. OK. C'est un documentaire que vous avez réalisé. Donc, j'imagine que les 3 personnages principaux de l'histoire, c'est des histoires vécues, c'est pas de la fiction. Comment est-ce que vous avez connu justement ces personnes-là pour votre réalisation? Ah ben très bonne question. En fait, c'est ça, on a rencontré beaucoup de gens parce que c'est un long processus, tout ça. Là. On savait qu'on avait le goût de parler de dépendance. Au tout début, dans les prémices avec Catherine et moi, on ne savait pas encore sur quel médium on allait en parler. On est 2 comédiens, donc on vient tous les 2 de la fiction, puis ça nous intéressait beaucoup le rapport à la fiction. Puis à un moment donné, Catherine, elle avait réalisé un balado, puis en faisant différents témoignages, puis en assistant à des rencontres, on a eu la chance, en fait, d'aller à des rencontres dans des cliniques, en fait, de dépendance. On a eu un accès à ces rencontres-là. Et donc, on a rencontré plein de gens à travers ces conférences-là auxquelles on assistait. Puis, on se rendait compte que laisser la parole aux différentes personnes était la chose la plus bouleversante. Puis, en même temps, c'était la chose qui nous remplissait le plus. Nous, dans toute la recherche qu'on a faite, c'est ça qu'on s'est dit. Au début, on se demandait si ça allait pas être une œuvre de fiction où on allait tendre. Puis finalement, on s'est dit, c'est tellement riche d'entendre des gens raconter leur histoire avec aussi une force, un courage. Ça prend du courage pour raconter des étapes difficiles de notre vie. Puis en faisant ça, on s'est dit, OK, ben, le balado est fantastique pour ça parce que les gens, c'est juste la voix d'abord. Donc, il y a une certaine forme d'anonymat aussi. Puis comment on a rencontré ces gens-là, c'est que par la suite, on a engagé aussi un recherchiste, Nicolas Arguindé, avec qui on a travaillé. Et Catherine et moi, on s'est mis beaucoup, on a attelé à la tâche. Et là, donc les 3, on a écrit à plein de gens qu'on savait qui avaient soit vécu des dépendances, soit qui connaissaient des gens qui en avaient vécu. Puis, de fil en aiguille, on a parlé à peu près entre 35 et 40 personnes, 1h30 au téléphone pour vraiment faire un peu de son histoire au complet. Puis suite à quoi, après ça, on a fait un casting, si on veut. Là, après nos 40 personnes, on avait 40 histoires très intéressantes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Puis là, on a dit, OK, ben, on a le goût d'avoir une drogue forte, on a le goût de quelqu'un qui nous raconte une situation. Donc, on a rencontré Jean-Sébastien tout de suite, ça a été un coup de cœur. On s'est dit, ce gars-là s'ouvre, parle de ce qu'il a vécu, puis il a vécu des choses assez difficiles aussi. Des deuils entremêlés à ses problèmes de dépendance au crystal meth, dans son cas. Okay. Donc, une drogue très forte. Là, on parle comparable au crack et tout ça. Là, donc, vraiment une descente aux enfers. Puis c'était un gars très articulé, très intelligent aussi. On avait un peu plein de préjugés en se lançant dans ça. On a souvent l'impression que les personnes qui vivent qui sont aux prises avec des dépendances, c'est des personnes dans la misère ou des gens dans la rue, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis les dépendances touchent toutes sortes de gens. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on a constaté là, à travers notre recherche. Et donc, c'est ça, on a rencontré donc Jean-Sébastien, qui est devenu un de nos protagonistes. Après ça, on trouvait ça vraiment intéressant, vraiment important, tu sais, puis ça va dans le sens du défi 28 jours, là. Mais on voulait avoir une femme qui parlait d'alcool, qui parlait d'alcoolisme, parce que on se rendait compte aussi en faisant beaucoup de pré-entrevues qu'on avait beaucoup de gens qui étaient prêts à nous parler d'alcoolisme, mais c'était presque exclusivement que des hommes. On avait beaucoup de difficultés à
rejoindre des femmes qui étaient prêtes à parler des bouts difficiles de leur vie sous l'influence de l'alcool. Donc, pour nous, c'était aussi, c'est aussi un cliché. Là, on pense tout de suite, on pense à l'alcool, on pense à un homme dans son appartement isolé, tout ça, mais ou qui fait la fiesta puis qui se bat en fin de soirée. On a tout de suite comme des images, mais ça touche plein de femmes aussi, puis c'est important pour nous de briser les préjugés aussi, donc d'aller dans l'alcoolisme au féminin, si on veut. Donc, c'est la raison pour laquelle Mélanie, son histoire nous a vraiment touchés. On a choisi d'y aller avec elle comme ex-alcoolique. Puis, on tenait à avoir un cyberdépendant parce qu'on est en 2021, en 2022 maintenant. Les problèmes reliés à la cyberdépendance, ce n'est que le début. Surtout avec toute la pandémie, avec les gens qui étaient pris sur leur ordinateur, les problèmes de dépendance chez les jeunes, chez les adolescents aussi. C'est vraiment un problème là, auquel il va falloir s'attaquer là, parce que donc pour nous c'était clair qu'il fallait un ex-cyberdépendant et on a eu le bonheur de fil en aiguille par des contacts puis de la recherche sur plusieurs mois de tomber sur Christian qui s'est ouvert à nous puis a décidé de nous faire confiance puis a décidé de raconter son histoire de cyberdépendance pendant qu'il était au cégep où il s'est complètement isolé de tout le monde. Il était dans sa chambre, il pouvait passer des 20 heures 24 heures, il dormait presque pas, il mangeait pas, il prenait pas sa douche, il faisait que jouer à un jeu virtuel où il était bon, puis il continuait à monter les strates et tout ça. Puis, donc, sa vie est devenue jeu virtuel et rien d'autre. Il a tout arrêté. Donc, c'est comme important, en fait, d'entendre parler de ces sujets-là parce qu'on on pourrait tous tomber. Tu sais, moi, c'est aussi ça que j'ai constaté en faisant toute cette recherche-là, puis en écoutant les histoires de nos protagonistes, puis en les montant, puis en travaillant sur leur histoire, c'est que on a l'impression que ça touche une petite partie de la population, mais j'ai l'impression qu'on peut tous tomber dans une dépendance quand on vit un moment difficile dans notre vie. Ben c'est facile de se réfugier dans une drogue ou dans de l'alcool ou dans l'ordinateur. C'est une fuite d'une certaine façon, puis cette fuite-là arrive souvent à un moment où notre vie elle va pas bien pour X raisons. Donc oui, c'est ça. Donc, comment on les a trouvés? C'est vraiment à force de recherche, puis de courriels, puis de messages par Messenger, puis on a eu accès à des gens, puis après ça, il fallait qu'ils nous fassent assez confiance pour se confier complètement parce qu'on posait toutes sortes de questions, puis après ça, nous, on montait le balado sous la forme d'une relation toxique, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ça. En effet, on a eu la chance de tomber sur des gens, là, d'abord extrêmement inspirants parce que c'est tous des gens qui s'en sont sortis malgré le fait qu'ils sont descendus très bas dans leur dépendance et ensuite sur des gens qui nous ont fait confiance. T'sais, on remerciera jamais assez ces trois gens-là qui inspirent plein de gens là, à travers leurs témoignages, mais qui surtout nous ont fait confiance à nous, à Catherine et à moi, parce que on leur a posé des questions assez intimes. T'sais, les gens qui écouteront le balado vont voir que on touche à des zones assez sensibles et assez intimes parce qu'ils ont accepté d'y aller puis de nous laisser y aller avec eux. Donc, on a tombé sur des gens extrêmement généreux. Ça commence comme une histoire d'amour, là. C'est une rencontre avec laquelle tu flirtes. Puis à un moment donné, le clic se fait, puis c'est un arrimage, en fait. C'est un fit parfait. Quand c'est le bon fit, c'est le bon fit. C'est pour ça qu'on trouve sa substance à un moment donné, là. Le cristal, c'est la mienne. Bienvenue dans Relations toxiques. Puis ça galope vite vers une intrusion. C'est-à-dire que tu composes avec quelque chose d'autre dans ta tête qui n'est pas toi. Un balado qui vous présente les histoires de Mélanie, de Jean-Sébastien et de Christian. Je joue dans ma chambre, les lumières éteintes. Et la seule chose qui est allumée, c'est l'écran d'ordinateur. Ça a été, je pense, mon premier coup de foudre à vie. Il n'y avait pas aucun être humain qui battait ma bouteille de bière là, ou ma pinte de Guinness. Plongé au cœur de l'univers intérieur d'une personne dépendante. Tu sais, quand ta mère te dit « Je tomberais même plus de ma chaise si j'avais un téléphone un samedi matin disant que t'es découpé dans un sac de poubelle. » J'ai hurlé longtemps pour finalement abdiquer et dire « Fine, amenez-moi à l'hôpital, je vais aller faire la désintox. » Et c'est là que j'ai sorti la phrase, pour la première fois, « Je suis cyberdépendant. » De la rencontre à la lune de miel, en passant par la crise et la rémission, traverser toutes les étapes de cette relation toxique. Un balado en 8 épisodes.
À vous entendre parler, je me rends compte que la pré-production d'un tel projet, ça doit être assez demandant. J'imagine que vous n'avez pas dû compter les heures, vous et Catherine, mais quel pourcentage la pré-production a pu prendre justement dans tout ce projet-là? Ah ben c'est une bonne question. Écoute, probablement qu'on a, entre le moment où le balado est sorti, les prémices de départ, où c'était naturellement pas du temps plein au départ, c'était plus on pensait à notre idée, tout ça. Il s'est passé 2 ans quand même. Okay. 2 ans de recherche. Peut-être une année de recherche, c'est un peu plus exhaustif, puis après ça, une année de travail acharné avec des surprises, parce que tout ça s'est passé un peu pendant la pandémie. Fait que nécessairement, des fois, on avait des studios d'enregistrer. Hop, le gouvernement arrête tout, on peut pas enregistrer, on refixe d'autres dates. Donc, on a aussi beaucoup, là, ça a retardé le processus aussi, les bouleversements relatifs à la COVID. Mais en même temps, ça a aussi fait en sorte qu'on a pris notre temps. Puis je pense que le résultat est que meilleur que si on avait été vite, parce que pour aller dans ces confidences-là, il faut prendre le temps avec les gens, parce que les gens vont pas se confier à la première fois que tu les vois. C'est au fur et à mesure du temps, puis au fur et à mesure qu'ils sentent qu'il y a de la confiance, qu'il y a un échange qui se fait. Moi et Catherine, on leur a aussi confié des choses qui sont pas au micro, parce que nous, on nous entend pas, mais on leur a aussi confié des choses pour que ça soit un dialogue, pour pas qu'ils aient l'impression que ça soit juste nous qui allons tous chercher leur jus. Ça a été un échange, puis c'est ça. Donc, tous les bouleversements, finalement, je pense qu'au final, ça fait en sorte que le résultat est encore plus beau et plus grand. Ouais. Et vous aviez combien d'heures d'enregistrement pour toute la production? Par protagoniste, on avait environ 10 à 12 heures, dépendamment des... Donc, par personne, pour chacune des 3 personnes. Donc, au total, entre 30 et 35 heures de matériel. Pour faire un balado d'approximativement, là, c'est 8 épisodes de 15 à 20 minutes, donc c'est approximativement 2 heures et quart. Donc, ouais, en effet, 30. Donc, ça vous dit un peu le travail de montage, à quel point tout... Mais en même temps, dans les enregistrements qu'on faisait aussi, Catherine et moi, on intervenait. Après ça, nous, on se coupait complètement au montage parce qu'on voulait vraiment avoir la trame narrative de nos personnages. Mais comme je vous dis, c'est un dialogue. Donc, nécessairement, en studio, des fois, on se confiait nous aussi, tout ça, pour que ça soit un échange. Donc, c'est sûr qu'on a il y a eu beaucoup d'heures de montage, mais on avait beaucoup de matériel, puis on a dû faire des choix en fonction de notre structure. OK. Et il y a aussi un narrateur qui fait partie de l'équipe pour lire, puis livrer ces histoires-là, puis amener justement d'un point à l'autre, d'une histoire à l'autre. Pouvez-vous me parler de la narration un peu, là, comment que ça fonctionne? Assurément. Bien, la narratrice, c'est Dominique Kennel, en fait, une comédienne que je trouve extraordinaire. Là. Catherine aussi. Déjà, dès le départ, on savait qu'il allait avoir une narratrice ou un narrateur. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on voulait. Mais finalement, comme on a eu le choix d'aller dans les 3 histoires qu'on a choisies, il y avait 2 gars, une fille. On s'est dit assez vite, ça prendrait une narratrice parce que, bon, le médium vocal amène à faire plein de choix aussi, puis tu veux pas te mélanger entre les protagonistes. Donc, on avait aussi à choisir des voix qui se différenciaient. On a un Christian qui a une voix plus haute, un peu plus, qui est un peu plus jeune. Puis on a Jean-Sébastien qui a une voix un peu plus basse, un peu plus mature. Donc déjà, on s'est dit, ces 2 protagonistes-là, les gens vont pas se mélanger quand ils racontent leur histoire, c'est très clair. Ensuite, on a Mélanie qui est une fille dans la trentaine et tout ça, donc une voix assez énergique et tout ça. Donc là, on s'est dit, OK, ça serait bien pour la narratrice d'avoir une actrice c'est comme un tierce personnage là, qui est là juste pour nous présenter un peu le titre de l'épisode. On s'est dit, ça serait bien d'avoir une femme un peu plus âgée aussi pour encore là changer, pas qu'on se mélange avec Mélanie. Donc voilà, donc c'est Dominique Kennel qu'on a choisi, qui est une actrice fantastique. Puis Catherine et moi, on est 2 comédiens, mais on n'avait pas le goût on avait le goût de rester en arrière, en fait. Donc, on est souvent en avant. On avait le goût de rester en arrière, puis de vraiment diriger ça, orchestrer tout ça sans s'impliquer de cette façon-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a engagé une comédienne pour faire la narration plutôt que la faire soit moi ou Catherine ou ensemble. OK. Vous parlez d'orchestrer.
J'aimerais ça que vous me parliez vous en avez parlé un peu de certains, mais j'aimerais ça que vous me parliez de votre équipe autour de ce projet-là, parce que je pense que c'est un travail de l'ombre, c'est un travail qu'on ne voit pas en entendant le balado, puis je pense que c'est important de souligner leur rapport. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est tellement important. On a travaillé avec des gens extraordinaires qui nous ont donné du temps, de l'énergie, qui ont eux aussi, à un moment donné, arrêté de calculer leur temps parce que maintenant, dans l'art, on travaille à quelque chose de sensible. Donc, à un moment donné, on n'est pas juste en train de calculer nos heures. Puis ça, on a été chanceux. Là. Tous les gens qui ont travaillé sur le balado ont été d'une générosité folle. Puis Catherine et moi, on était perfectionnistes. Fait que, on était contents que les gens acceptent de travailler même sans arrêt là, à un moment donné. Donc, on a Nicolas Arguindé qui nous a aidé infiniment pour la recherche, donc comme recherchiste. Ensuite, on a au montage, c'est un job de fou, là, tu sais, au montage. Il y a Catherine Lavoie qui en a fait un petit peu parce qu'elle est elle-même réalisatrice, fait qu'elle monte un peu ses trucs. Mais notre monteuse principale, c'est Sophie Guérin. Fantastique travail qu'elle a fait là, pour qu'on avance toujours dans l'histoire puis qu'on essaie d'enlever toutes les petites choses qui ne servent pas, en fait, la structure de l'histoire. Donc, Sophie Guérin, super travail. Marc Rémiard au mix. C'est un immense travail aussi. Et à la musique, parce que la musique du balado, moi, j'en suis vraiment fière. Là, c'est vraiment un beau travail que Philippe Coulombe a fait, le studio La Pieuvre. Super beau travail que Philippe a fait. Puis c'était de trouver la place de la musique dans toutes ces histoires-là. Tu sais, la musique, elle sert à nous faire respirer. C'est un peu le poumon du balado, là. Elle sert à nous faire respirer. Il y a des moments très sensibles. On sort des fois de moments très sensibles où le dialogue nous a bouleversés. Mais il faut une musique qui soit à la fois un peu toujours sur le ton où on est rendu dans notre cheminement en écoutant le balado. Mm-hmm. Donc, à la fois une musique subtile, mais qui par moments, des fois, gonfle comme ça nous fait du bien aussi. Donc, c'était vraiment assez le fun de travailler avec Philippe Coulombe, là, qui a fait un job hallucinant. Là, maintenant, on travaille en ce moment avec Cindy Blanchette aux relations de presse, qui fait un super boulot aussi. On a vraiment travaillé avec des puis naturellement, tous les gens à Radio-Canada aussi, parce qu'on a quand même travaillé de pair avec eux. Assez vite dans le processus, on a soumis un pilote, puis on a su qu'on était pris par Radio-Canada pour la diffusion. Ils nous ont mis un chef de projet qui travaille avec nous, qui est Marc-Olivier Laramé, qui était fantastique, et Catherine Vidal à Radio-Canada aussi. Donc, c'est deux personnes qui nous ont encadrés là, tout au long du processus, qui nous donnaient des commentaires, qui s'assuraient qu'on suive bien les histoires, que la musique apprenait toute la place qu'elle devait sans trop prendre de place non plus pendant les bouts de narration, les bouts d'histoire. Donc, ouais, ça a été vraiment là, un travail continuel avec plein de gens inspirants et inspirés. Là. Donc, ça a été très, très cool. Les gens qui veulent écouter le balado peuvent le faire à quel endroit? Sur l'application audio de Radio-Canada. C'est très facile. Si vous n'avez pas déjà l'application sur vos téléphones ou sur votre télé intelligente, bien, vous allez dans l'Apple Store ou dans l'endroit pour aller chercher les applications, là, si vous avez un Samsung ou tout ça. Vous marquez audio, O-H-D-I-O, et vous avez accès à toutes les émissions en rediffusion de Radio-Canada qui jouent à la radio de Radio-Canada, mais donc aussi toutes leurs balados. Et là, vous marquez Relations toxiques, Portrait d'une dépendance. Et c'est accessible facilement, gratuitement aussi. C'est vraiment un beau projet qui nous rend très, 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 très fiers, Catherine et moi. J'ai envie de vous dire tout d'abord bravo. Félicitations Merci. Pour votre gros travail à vous et votre équipe. On invite les gens à aller voir, à aller écouter plutôt le lien. On va le mettre dans la description de la vidéo. Donc, Yannick Chapdelaine, vous êtes coproducteur et réalisateur, scénariste également du balado Relations toxiques, Portrait d'une dépendance. Merci beaucoup. Yes. Merci infiniment, mon cher Marc-André. Grand plaisir. Au plaisir. C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire, je vous invite à le faire à tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse.
Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, puis nous on se reparle la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.